Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne donc sur le Legal Design. Je suis Cédric Goman, je suis chargé des éditions au sein du groupe Revue Fiduciaire. Donc, je vais juste vous parler 2 minutes du Legal Design à la Revue Fiduciaire. Donc, pour la petite histoire, c'est en 2019 que nous avons commencé à proposer des infographies à nos lecteurs. Loïc, si tu veux bien passer la slide suivante, s'il te plaît. Nous avons proposé en 2019, ce que je vous disais, des infographies à nos lecteurs, avec la mise en place de l'égalité professionnelle, puisque c'est au 1er mars de cette même année qu'elle était obligatoire, avec une série de 4 infographies, donc pour expliquer et aider les entreprises à calculer leur index. En 2020, en pleine crise sanitaire, il a fallu décrypter toutes les mesures gouvernementales et donc on a sorti près de 20 infographies sur ce même sujet. Ensuite, vu l'engouement de nos lecteurs, nous avons décidé d'enrichir nos ouvrages à la fois classiques avec des infographies, mais surtout nous avons lancé un premier projet d'ouvrage 100% en infographie avec le cabinet Ogo Avocat, qui est sorti début 2021 et dont la 2e édition est déjà sortie cette année. Depuis, 3 autres titres sont parus sur le même principe et 2 autres sont en cours de réalisation. Donc aujourd'hui, nous avons produit plus de 875 infographies. Donc pourquoi? Parce qu'on s'est donné une mission, rendre le droit accessible en mettant le client au centre de l'attention. Donc nous avons demandé à Loïc, aujourd'hui présent, partenaire de notre ouvrage sur le droit du travail en infographie, de vous expliquer aujourd'hui la démarche de création d'un support. Merci Cédric, bonjour à tous. Effectivement, l'objet et l'animation qu'on va avoir aujourd'hui était vraiment d'avoir une réflexion sur la naissance du projet, le développement du projet et le déploiement du projet pour savoir un petit peu justement les difficultés, les outils, les axes de réflexion et les axes d'évolution aussi qu'on essaiera de mettre en avant peut-être même dans les prochaines éditions, les prochains ouvrages. Et surtout, en fait, d'expliquer comment est-ce qu'on est passé d'une approche artisanale et amateur, dans le sens noble du terme, de la production de legal design à l'industrialisation, ou en tout cas la genèse en fait d'un ouvrage commercialisé à destination d'un public défini où il y a beaucoup plus d'attentes, il y a une rigueur qui est complètement différente. Parce que le process de réflexion, le process de construction, le process d'échange et le process de commercialisation était complètement différent. C'est quelque chose, on verra, qui sera un petit fil rouge au cours de ces 45 minutes, 1 heure d'animation, où en fait, il y a plusieurs façons de faire, c'est une évidence. Nous, on partage la nôtre parce que, pour le coup, elle a fonctionné, elle a permis de mener le projet d'une phase embryonnaire à une phase en rayon, pour proprement parler. Mais je connais aussi d'autres acteurs du marché qui ont pris d'autres approches. Le legal design se limite pas forcément à l'infographie en tant que telle. On peut le voir aussi, ça peut aller, on l'évoquera, dans du serious game, ça peut aller sur de la vidéo, ça peut aller sur d'autres formats, sachant que pour chaque format, il y aura des adaptations à avoir sur les process. L'avantage d'avoir pu co-construire cet ouvrage avec Revue Fiduciaire, c'est que nos métiers, par exemple, d'avocat et de conseil, sont des métiers où on avait une grosse prédominance sur le fond et sur la réflexion et la construction du fond. Et on avait beaucoup moins de maîtrise sur la question de la forme, notamment sur le livrage, sur les questions d'édition, etc. Et en fait, le schéma intellectuel et le schéma directeur que vous avez dans une production de legal design et d'infographie est complètement différente selon que vous allez faire de l'infographie de communication, c'est-à-dire juste sur une publication de temps en temps pour être visible sur des réseaux sociaux, ou si demain vous voulez faire une production physique, faire un ouvrage qui va être en impression, etc. Toutes justement ces spécificités, on va essayer de les aborder dans le périmètre de ce qu'on a connu. L'idée donc aujourd'hui, c'était de travailler l'approche finalement avec, on va dire, 3 axes principaux. C'était ce que vous aviez justement juste avant, c'était réfléchir sur la thématique et les apports pédagogiques, comment est-ce qu'on les choisit, comment est-ce qu'on les construit. Trop souvent, en fait, cette phase est un petit peu oubliée, alors c'est peut-être la phase fondamentale pour créer de la valeur ajoutée dans ce qu'on est en train de faire. On a ensuite toute la phase de consolidation des apports théoriques, parce que l'infographie, en fait, est un énorme travail de synthèse, en tout cas sur l'approche qu'on en a. On vous partagera la façon dont on le fait.
Et enfin, la phase définitive, celle qui d'ailleurs est la plus agréable, hein, parce que c'est là où finalement tout le projet prend corps, c'est la production du design, et où pour cette phase d'ailleurs, on a été plus que justement accompagné par revue fiduciaire, parce qu'on ne rappellera jamais assez, hein, cet ouvrage en question, c'est un ouvrage qui est co-rédigé, et on avait notamment Sébastien qui avait toute la partie production du design, même si nous, après, derrière, on avait un œil critique sur la lecture, etc. Sur la première partie, sur la question de détermination de la thématique et des apports pédagogiques, on arrive en fait sur une lecture et une approche qui est relativement simple. C'est-à-dire que ces trois questions qui doivent nous animer à chaque fois, c'est pour qui, quoi et comment. Pour qui, c'est quelque chose qui est absolument fondamental quand on se lance dans l'infographie, entre guillemets, de masse, ou l'infographie un petit peu plus professionnelle. C'est-à-dire qu'on détermine un public cible. L'ouvrage qu'on a fait, par exemple, aujourd'hui, n'est pas un ouvrage qui a vocation, par exemple, à être à destination de professionnels de la doctrine, voire même, on va être honnête, de professionnels ou d'experts en droit du travail. On s'était mis autour de la table, on avait fait un ciblage en disant, on veut cibler aujourd'hui plus des personnes qui veulent découvrir le droit du travail, qui vont faire les premiers pas dedans, c'est-à-dire, on va réfléchir peut-être à des étudiants, des chefs d'entreprise, de TPE, etc. Le public cible va vous permettre automatiquement de réfléchir à la deuxième question, c'est vu que je connais mon public cible, quel est le type d'information que je veux partager et que je veux rendre accessible par mon legal design. C'est-à-dire, est-ce que je veux rentrer dans de la présentation synthétique? Est-ce que je veux rentrer dans de la présentation schématique? Est-ce que je veux rentrer sur des points de détail, sur de la définition? Dans tous les cas, le quoi dépendra forcément du public cible. Donc, tant que vous n'êtes pas clair sur cette première item, vous ne pouvez pas être clair sur le quoi. Et enfin, le comment, on verra, c'est plus la question de la méthode pédagogique. Il existe des dizaines et des dizaines de méthodes pédagogiques qui coexistent les unes avec les autres. Et en fait, il faut réussir peut-être avec l'expérience, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est d'autant plus vrai en legal design, et on va se rendre compte qu'en fonction du quoi, on va avoir des méthodes pédagogiques qui vont être plus ou moins adaptées. On vous partagera les différents panels de méthodes pédagogiques qu'on a rencontrés et j'en profiterai pour vous partager mon expérience par rapport à ces sujets-là, sur celles qui m'ont semblé adaptées ou pas adaptées. Si on arrive à avoir ce schéma directeur en amont de la création de chaque infographie ou de chaque approche en legal design, quel est mon public cible? Qu'est-ce que je veux donner et comment est-ce que je veux le donner? C'est là où on va arriver en fait finalement sur l'accessibilité et c'est ça la valeur ajoutée de tout ce qu'on veut créer. Et je conclurai juste cette introduction sur le choix de la thématique par cette affirmation qui est fondamentale, c'est que le legal design et la réalité de la production du legal design, c'est que le legal design, on ne le fait pas pour soi-même. On ne le fait pas pour se dire, tiens, c'est sympa, ce que j'ai fait, c'est joli, ça me plaît. C'est pas vrai. Le legal design, c'est une expérience lecteur, c'est une expérience utilisateur. Et c'est uniquement justement le lecteur ou l'utilisateur dans la perception de qualité qui doit conduire justement le raisonnement et la production qu'on va mettre en œuvre. On va rentrer sur les trois grandes questions avec un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas un petit peu plus d'expérience de vécu sur la détermination du public cible. La détermination du public cible, comme je vous l'ai dit, c'est le but, c'est que la personne qui va utiliser votre infographie ou qui est destinataire de votre infographie, justement, soit prise directement par le sujet. On sait qu'on a un temps de captation moyen, si on parlait en réseaux sociaux, ou même de vidéos, qui va être de moins de 10 secondes. C'est-à-dire qu'on a moins de 10 secondes déjà pour essayer d'attraper, entre guillemets, notre public cible sur déjà le premier rendu visuel. Alors, par des efforts graphiques, des efforts visuels, des jeux de couleurs, ou par aussi la thématique qui est choisie, la question qui est posée. Vous avez une multitude de publics, justement, qui peut être ciblé. Typiquement sur l'infographie qu'on a fait, sur le recueil qu'on a fait en droit du travail, on avait au début fait un périmètre un petit peu large. On s'est dit, tiens, on peut avoir les étudiants, ceux qui sont en pure découverte même de la sémantique, de l'approche théorique du droit du travail. On peut avoir les salariés qui vont peut-être plus être intéressés sur cet ouvrage pour des situations pour lesquelles ils sont confrontés dans la réalité opérationnelle, c'est-à-dire dans leur quotidien. On pourrait avoir aussi les RH qui sont plus sur une approche finalement organisationnelle et qui sont plus sur une approche opérationnelle, procédure, calendrier. On aurait pu avoir les avocats avec des débats où on serait allé un petit peu plus loin peut-être sur la jurisprudence, la doctrine, sur les thèses en concours, sur les arbitrages, les gestions de risques.
Et on peut avoir enfin, dans notre outil, les dirigeants. Alors, c'est comme tout, quel dirigeant? Forcément, est-ce qu'on va aller sur du dirigeant de TPE, PME, c'est-à-dire qu'il veut une approche un petit peu gestion administrative globale de son personnel? Est-ce qu'on veut aller sur du dirigeant beaucoup plus sectorisé, aller, j'en sais rien, ce qu'on appelle des fois du grand compte, avoir un directeur des relations sociales qui utilisera notre ouvrage parce qu'il y a de la valeur ajoutée dedans? Il y a toute cette maturation à faire sur notre public cible. De manière très claire, ce qu'on a voulu choisir sur l'ouvrage co-construit avec le fiduciaire, pour le coup, nous, c'était un choix. On a ciblé les étudiants, on a ciblé les RH et on a ciblé les dirigeants de TPE. C'est-à-dire que par défaut, on a pris l'option de faire une approche beaucoup plus générale du droit du travail. Et il est évident que si on donnait aujourd'hui ce recueil d'infographie à un avocat spécialisé dans le droit du travail, à un directeur des relations sociales qui a 15 ans de métier dans le droit du travail, dans les relations sociales, etc., quand il va prendre l'ouvrage, il ne va pas forcément ressentir une énorme valeur ajoutée, parce que ça va être juste un récapitulatif, un sommaire de prérequis qu'il a. Donc, cette phase-là de construction et ce choix de votre public, c'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir, dimensionner, poser sur papier, parce que en fait, dans le développement de votre infographie, petit à petit, vous ne vous adressez plus au même public, vous allez rendre aveugle et vous allez rendre non accessible toute une partie de votre infographie. Ou pire, si à un moment vous avez fait votre infographie sur une approche un petit peu générale, ou une approche, on va dire, on va faire l'inverse, une approche sectorisée. Je veux cibler des avocats spécialistes en droit du travail. Donc, je vais travailler de la donnée extrêmement précise. Donc, je présume aussi typiquement que j'ai une maîtrise, c'est ce qu'on vous met en dessous, une maîtrise de sémantique professionnelle. J'ai pas besoin d'expliquer certaines notions. Eh ben, si d'un coup sur ces infographies, je retombe sur ce général, je vais avoir quelque chose de terrible, c'est que je vais avoir une lassitude ou je vais avoir tout simplement un recul du lecteur parce que ça l'intéressera plus. Donc ici, il y a toute une cohérence à avoir et c'est là où d'ailleurs il faut réfléchir à la méthode que vous voulez mettre en place, en moyen en fait de diffusion de vos infographies. Est-ce que vous voulez faire de l'infographie entre guillemets, je drop de temps en temps sur mes réseaux sociaux une infographie, ou est-ce qu'au contraire je veux faire un ouvrage, un recueil? Est-ce que je veux créer une récurrence sur mes infographies? Et en fonction de ce que vous allez réfléchir et de ce que vous allez en fait mettre en place, et bien automatiquement vous allez déjà avoir le public cible qui va se créer. Quand vous avez ciblé votre public cible, vous allez aller sur le quoi. Le quoi, en réalité, c'est ce qu'on peut appeler, quand on est sur des approches de formation, de formateurs, c'est ce qu'on va appeler l'objectif pédagogique. Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelle est justement la montée en compétences que je veux mettre en avant sur la production de mon legal design? Très souvent, quand on est sur cet exercice d'ailleurs de définition du quoi, on essaye de verbaliser justement l'objectif. C'est ce que je vous ai mis. Je vous ai mis des exemples, comprendre, sécuriser, calculer, découvrir, maîtriser. À chaque fois que vous allez prendre en fait une thématique que vous voulez justement mettre en infographie, que vous voulez mettre en legal design, vous devez à chaque fois entre guillemets verbaliser le quoi de l'objectif pédagogique. Et je suis en train de parler de l'objectif pédagogique. Je suis pas forcément en train de parler de la thématique. Si demain je fais une rupture conventionnelle, la question c'est est-ce que l'objectif de cette infographie c'est de découvrir ce qu'est une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est de comprendre justement le calendrier de mise en place d'une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est d'être capable d'accompagner justement le lecteur sur la simulation ou les calculs du coût de la rupture conventionnelle? On ne peut pas tout faire dans une infographie. Il y a une sélection à faire, il y a un exercice de synthèse qui est énorme. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit mettre en amont de tout le process même de consolidation des apports théoriques. Une fois qu'on a défini notre quoi, on va arriver sur notre dernière étape, c'est le comment. Et le comment, si j'avais un arbre décisionnel, il va arriver en fait avec deux branches principales. Le premier, c'est le type de legal design que je veux mettre en avant. Aujourd'hui, c'est une évidence. Nous, on a fait le choix de s'axer sur l'infographie, l'infographie entre guillemets one shot, c'est-à-dire qu'on va prendre une infographie, on va prendre un format A4, et sur un format A4, on va se limiter à une notion, à une question, à un process.
mais il existe beaucoup d'autres types de legal design. Le but aujourd'hui, c'est pas forcément de s'enfermer dans l'infographie en tant que telle, c'est d'aller ailleurs. On a des développements de plus en plus intéressants. On a vu même sur les réseaux sociaux, si vous prenez LinkedIn, etc. On a un essor des communications avec désormais ce que tout le monde appelle les carousels. On a un essor qui existe aussi depuis très longtemps dans les vidéos. Alors, dans les vidéos, est-ce que sur la vidéo, on est sur une interview? Est-ce que sur la vidéo, on est sur une animation? Est-ce qu'on est sur un rendu d'expérience? On peut avoir des choix qui arrivent un petit peu comme un parcours. On peut arriver aussi de plus en plus sur quelque chose qui est très émergent depuis quelques années, mais qui alors là, en termes de professionnalisation et de budgétisation du process de legal design, est beaucoup plus impactant, c'est tout le serious game, c'est-à-dire créer en fait un environnement euh, vidéoludique qui va permettre justement d'accompagner des notions théoriques dans une mise en pratique un petit peu fictive avec soit parce que j'ai créé un avatar, soit parce que je fais un jeu de rôle, etc. Donc ça, c'est la question de la détermination pour vous aussi du support de communication. Quand on démarre dans le legal design, il faut être assez clair, le schéma le plus simple, c'est l'infographie. Une fois qu'on a maîtrisé l'infographie, on peut pour moi se projeter petit à petit sur le carrousel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le carrousel est plus en fait un entremêlage des différentes infographies et ça veut dire qu'en plus, on doit créer un fil rouge entre nos différentes infographies. Et petit à petit, en fait, à chaque fois, une fois pour moi qu'on a commencé à maîtriser le carrousel, on peut aller se projeter sur la vidéo. Et quand on maîtrise la vidéo, et si on a la chance d'avoir un jour des partenaires qui nous accompagnent là-dessus ou des connaissances dans ce secteur-là, on peut peut-être se positionner sur le serious game. Ça me paraît toujours très compliqué de brûler un petit peu les étapes. Il y a quand même une maîtrise à avoir quand on veut vraiment avoir un rendu professionnel sur ces sujets-là. Le deuxième aspect du comment, c'est la question de la méthode pédagogique. Vous allez vous dire, je veux réfléchir à la rupture conventionnelle. Ce que je veux transmettre à mon public, à mon lecteur, c'est typiquement la découverte de la rupture conventionnelle. Si le but est de faire la découverte de la rupture conventionnelle, j'ai aucun intérêt à aller sur un arbre décisionnel sur est-ce que je dois recourir ou non à la rupture conventionnelle, à des tableaux qui vont permettre d'accompagner sur la simulation des coûts de rupture, justement des calculs des délais, etc. Si on est typiquement sur une phase de découverte de rupture conventionnelle, on va plus être sur une étape de calendrier ou de frise chronologique des principales étapes en disant, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle, mais surtout, comment est-ce que ça fonctionne? Appréhender justement l'environnement de la thématique qu'on va aborder. Inversement, si je veux arriver sur un process un petit peu différent, je vais aller sur une clause contractuelle. On le projettera après, ça l'illustrera. Je vais aller par exemple sur une clause de non-concurrence et je me dis, ben voilà, le but sur une clause de non-concurrence, c'est quoi? Mon objectif, mon quoi, ça va être sécuriser ma clause de non-concurrence. Ou peut-être aussi savoir, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise ou RH, si la clause de non-concurrence qui existe dans mon environnement est une clause qui est sécurisée ou pas. Ici, on va avoir en fait une approche qui sera complètement différente parce que naturellement, on va peut-être plus aller sur des méthodes pédagogiques de checklist, c'est-à-dire entre guillemets faire de l'infographie un outil ou tout simplement en prenant l'infographie, on peut un petit peu pointer en disant ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. OK, déjà il semblerait que la présentation de la clause de non-concurrence par rapport à l'infographie soit sécurisée et ça me permet d'avancer. Comme je vous disais, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire. On ne peut pas non plus aborder 10 fois les mêmes thèmes avec des approches différentes parce que sinon, à un moment, on perd le lecteur. Si à un moment, je vous parle de la clause de non-concurrence, si on prenait l'ouvrage, dans la clause de non-concurrence, je ne peux pas faire une infographie sur la checklist, une infographie sur des simulations du calcul de la contrepartie financière, une infographie sur l'app décisionnelle de est-ce que je dois la mettre en place ou pas, la clause de non-concurrence. À un moment, il y a des choix à faire et c'est le public cible justement qui vous permet après d'arbitrer en amont tous ces différents choix. Comment ça s'est passé en pratique? Pour que vous sachiez d'ailleurs avec Revue Fiduciaire, ici je vous fais une projection de ce qu'il y a dans l'ouvrage tout simplement. On s'est réunis autour de la table et on a commencé à réfléchir à un public cible. Une fois qu'on a fait le public cible, on a fait un petit peu de brainstorming et on a posé des mots-clés. Les mots-clés par rapport justement au public cible qu'on avait ciblé. Et on s'était dit, ben, tiens, sur un public cible aujourd'hui très généraliste, c'est-à-dire qui est en approche de découverte du droit, quelles sont déjà les approches à avoir? C'est les approches terminologiques, les principales notions en droit du travail. Et donc, on s'est efforcé en fait à poser
à chaque fois les notions qui existaient en droit du travail, des notions un petit peu récurrentes qu'on a rencontrées par notre vécu dans le conseil, dans nos environnements personnels, familiaux, les amis, etc., les médias. Et on a posé simplement sur le papier, en fait, les différents mots-clés. On avait notre public, on avait nos mots-clés. Et par rapport à nos mots-clés, on a fait tout simplement un tableau Word, hein, c'était bête et méchant. Et on avait, entre guillemets, une construction du quoi et de la méthode pédagogique, où à chaque fois, on essayait en fait de transformer ces notions en questions. C'est-à-dire qu'on se disait, ben, tiens, si demain, j'ai une thématique qui était l'accord collectif, euh, on est arrivé, on s'est dit, ben, le quoi, ce qu'on va rechercher pour nous, on va verbaliser sous forme d'interrogation, c'est comment négocier un accord collectif. On avait ici, par exemple, un SREC, c'était les entreprises de moins de 11 salariés. Ça limite, on s'en fiche un petit peu par rapport à l'objet de l'animation. Et une fois qu'on s'est posé la question de comment négocier un accord collectif, on se posait la question, et on avait toujours dans notre tableau la question de la méthode pédagogique. Comment est-ce que je peux répondre à cette question par de l'infographie? Le choix qui a été fait ici, c'était justement d'avoir une approche sous forme de calendrier, c'est-à-dire de cibler les 4 principales étapes que vous avez dans l'infographie. Et ce que vous avez, c'est pour ça que je voulais projeter, je vais vous projeter 3 infographies qui sont un petit peu symptomatiques et caricaturales en fait de cette approche. C'est que quand on construit l'infographie, nous on avait toujours sur un petit post-it à côté ou sur un petit Word les 3 principaux mots-clés, c'est-à-dire je suis en tout public, le but c'est de la découverte et je veux une approche sous forme de calendrier. Et après, quand on a fait la relecture de l'infographie, il y a quelque chose qui est horrible, ça s'appelle le point aveugle. Le point aveugle, c'est quoi? C'est qu'on se fait emporter par ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Certains sont dans l'autosatisfaction, d'autres sont dans l'autocritique, hein, chacun sa sensibilité. Il faut à chaque fois reprendre les objectifs de base en disant, bah, tiens, est-ce que mon infographie, elle a répondu aux 3 principales données? Est-ce que j'ai bien mon quoi, mon comment et mon public cible qui sont bien aujourd'hui au cœur de mon infographie? Et donc, vous avez aujourd'hui ce premier schéma qui était de dire, je fais une construction en calendrier, j'ai une étape, je suis lisible, j'ai 4 étapes T, je suis capable de me positionner, par exemple, en tant que chef d'une petite entreprise, ou d'un coup, on vient de voir pour dire, je veux une négociation d'entreprise. L'idée, c'est au moins de savoir comment est-ce que ça va se passer demain dans mon entreprise. OK, je vais avoir un référendum que je vais devoir préparer, il y a un temps. Je vais avoir un deuxième temps qui est d'organisation. Typiquement, bah, c'est moi en tant que chef d'entreprise qui suis responsable. Après, j'ai mon référendum, j'ai mes résultats, mon procès-verbal, et enfin, j'ai des obligations administratives de dépôt. Ça va suffire pour un public euh, qui veut justement simplement découvrir la notion. C'est-à-dire que pour lui, déjà, il aura l'ossature, il aura le fil directeur, et peut-être qu'après, bah, justement, il va appeler son expert comptable, son avocat, son conseil, son RH, etc., pour mettre en place. Il a la visibilité suffisante, justement, pour se projeter sur ces sujets-là. Si on change de process et qu'on arrive sur une question plus d'approche de sécurisation, alors vous voyez ici, c'est le défaut, hein, il faut être très critique aussi des fois sur ce qu'on fait. Le problème, c'est que des fois, sur certaines thématiques, on arrive sur une volumétrie d'informations qui est un petit peu importante. Typiquement, sur cette infographie, si je devais avoir d'ailleurs un œil critique avec le recul, c'est que finalement, il y a beaucoup d'informations. On le verra dans la partie 2, c'est la question de la volumétrie, du nombre de caractères à mettre dans une infographie. Il faut quand même être un petit peu débordé sur ce qu'on entend. En tout cas, sur le sujet de la thématique, là, donc pour vous l'illustrer, l'idée c'était, bah, tiens, si j'ai un bulletin de salaire, un bulletin de paye, que je suis salarié, que je découvre, je ne connais pas forcément, et personne ne connaît forcément le monde de la paye, bah, comment est-ce que je peux savoir que mon bulletin de paye est cohérent et qui comporte à minima au moins toutes les mentions obligatoires? Bah, ici, forcément, la seule méthode pédagogique pour nous qui nous semblait pertinente, c'était de passer sur une forme de checklist. Donc, c'est ce que vous avez ici, un petit peu comme des bullet points éparpillés, une galaxie de bullet points pour aller chercher tout simplement des notions, des renvois. C'est-à-dire que sur le process de lecture qu'on a typiquement sur cette infographie, l'œil du lecteur n'est pas piloté. C'est lui qui va aller chercher les informations en haut, à droite, en bas, à gauche. Je n'ai pas d'ordre de priorité. C'est complètement différent avec ce qu'on vient de voir avant. Ce qu'on vient de voir avant, c'est que j'ai aussi, en fait, je dois accompagner, entre guillemets, dans mon infographie, un parcours de lecture. Quand vous avez un calendrier, vous devez faire comprendre à votre lecteur, que ce soit par des flèches, par l'organisation, justement, des blocs dans l'espace de l'infographie, qu'il y a un schéma de lecture, justement, à suivre. Et vous pouvez avoir un troisième item, c'était celui que je vous expliquais, l'item, cette fois, par exemple, sur la clause de non-concurrence, où le but ici, c'était vraiment de comprendre le principe de la clause de non-concurrence
et on est vraiment sur une approche synthétique. Sur une approche synthétique, on va avoir pour nous d'un côté la question des conditions de validité, les grandes approches de base de la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence. C'est-à-dire que je suis vraiment sur la synthèse du qu'est-ce que c'est, comment ça peut être mis en place. Donc à chaque fois, si c'était le but de vous illustrer un petit peu en pratique quand même ces trois grands points du pour qui, du quoi et du comment, parce que ça peut paraître très théorique tant qu'on n'a pas créé un petit peu l'exercice, et de vous mettre un petit peu en perspective justement l'articulation de ces trois grandes notions avec la mise en place des infographies. Une fois qu'on a réfléchi, qu'on a structuré l'approche de l'infographie du legal design, on arrive sur la question maintenant de la consolidation des apports théoriques. Parce que une fois qu'on a répondu à nos trois questions, pour qui, quoi, comment, c'est très bien, mais maintenant il y a tout à faire. La consolidation des apports théoriques, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué quand on débute dans l'infographie et qui reste particulièrement challengeante même quand on a un petit peu de vécu dedans. Pourquoi? Parce qu'on a en fait trois idées clés qui vont piloter à chaque fois la production et la consolidation justement des apports théoriques. La première, c'est la phase de collecte. La deuxième, c'est la phase de synthèse. Et la troisième, c'est la phase de vulgarisation. Alors, c'est une terminologie qui m'est propre. Si j'avais une sémantique un peu plus noble, je parlerais de rendre accessible la synthèse et le discours juridique. On aime bien parler de vulgarisation du droit. La collecte, c'est la masse à proprement parler justement de toutes les informations. Je vais être clair, si je reprends une infographie, si je prends la clause de non-concurrence, la première phase qu'on a, on va challenger, on va aller sortir de l'information et la donnée, la data que j'ai, ça va représenter peut-être 7-8 pages à proprement parler. Je vais avoir de la jurisprudence experte. Le but, c'est d'aller taper le plus large possible. Et c'est ensuite que je fais faire mon deuxième travail, qui est mon travail de synthèse. C'est-à-dire que quand j'ai mon item global sur la clause de non-concurrence, je prends ensuite les questions que je me suis posées, le quoi et le comment, et je commence en fait à sabrer toutes les parties qui sortent de mon quoi, par exemple de mon interrogation. Et une fois que c'est fait, on arrive sur le travail le plus long de l'infographie. Le travail le plus long de l'infographie, c'est la synthèse. Parce qu'aujourd'hui, on a réfléchi, quand on a construit ce livre avec RF, à des bornages pour justement l'expérience lecteur, l'expérience utilisateur. Et alors, c'est quelque chose qui est très subjectif, hein, qui pourrait être challengé par chaque producteur de legal design. Mais nous, aujourd'hui, on a des données numériques de nombre de caractères, de nombre de blocs, de volume maximal de caractères à mettre sur une infographie. On vous les partage, hein, c'est l'objet. Typiquement, en fait, un bloc de données. Alors, un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est simple, c'est ce que vous pouvez avoir, par exemple, ici sur la clause de concurrence, c'est ce qu'on appelle le bloc 1, clause indispensable. En fait, un bloc, c'est une idée principale. Sur un bloc, on ne devait pas dépasser les 80 à 90 caractères. C'est-à-dire que sur une idée pourtant fondamentale de déploiement d'une notion, on doit avoir un effort de synthèse, supprimer tous les mots qui servent à rien dans, on va dire, la sémantique habituelle juridique, transformer le plus possible, c'est des choses bêtes et méchantes, hein. Au moins égal à, il existe aujourd'hui des sigles qui, en un seul caractère, peuvent me permettre de répondre ou de transformer une phrase. Le but, c'est de faciliter, de réduire autant que possible, en fait, l'aspect rédactionnel et le wording dans l'infographie. Après, on articule les différents blocs et quand on avait fait les premiers essais avec Revue Fiduciaire, d'ailleurs, les premiers livrables qu'on avait rendus étaient extrêmement denses. Et en fait, petit à petit, on a borné le nombre de caractères pour une infographie et on s'est rendu compte que sur une infographie, sur un format A4, il fallait absolument qu'on se limite le plus possible à un nombre quantifié entre 800 et 1400 caractères. J'enlève les espaces, les renvois, etc. Mais si vous avez plus de 800 à 1400 caractères sur un format A4, on se rend compte sur l'expérience, sur les tests qu'on faisait sur des public tests et sur Global, que justement la perception des différentes données, en fait, elle commençait à être flouée, on commençait à perdre l'information. Sur cet exercice, on a aussi fait quelque chose de volontaire et que je vous invite à avoir, si vous vous mettez aussi dans la production de legal design, c'est de ne jamais être seul rédacteur de votre infographie.
Pourquoi? Parce que en tant que rédacteur, c'est ce que je vous disais, c'est notre point aveugle de rédacteur, c'est notre propre compétence en fait, c'est notre point aveugle. Nos propres habitudes métiers sont nos points aveugles. C'est un exemple extrêmement simple. Je parle rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle dans ma tête, dans mon métier, je sais que de toute façon, je ne vise par exemple que les contrats à durée indéterminée. C'est une évidence. Je veux dire, pour moi, c'était acquis. C'est quelque chose où je vais même pas le verbaliser. C'est pas quelque chose où je vais avoir le réflexe généralement de le transposer justement dans une infographie. Pourtant, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que mon choix sur cette infographie, c'était d'être en tout public. C'est-à-dire que là, entre guillemets, ma compétence ou mes acquis devenaient une défaillance par rapport à la production du legal design. Et c'est pour ça que avoir un deuxième rédacteur et ou pour le coup nous un designer, c'était Sébastien chez Revue Fiduciaire, qui n'était pas expert en droit du travail, c'est pas son métier de faire du droit du travail, et ben c'était notre premier contrôle qualité. C'est-à-dire qu'il arrivait et on se rendait compte, par exemple, sur les premiers échanges qu'on avait, on faisait des échanges critiques sur nos premières matrices en disant, bah tiens, ici je me pose quand même une question, c'est il manque le qui et ton pourquoi. Inversement, quand on avait Florence qui arrivait sur une infographie, sur une première trame d'infographie, on arrivait et nous on disait, bah, tiens, dans notre réalité opérationnelle, on se rend compte qu'une vraie question qui est posée souvent, ici, c'est pas le qui, le quoi, le comment, c'est le périmètre de ta notion. Est-ce que c'est l'entreprise, l'établissement, etc. Donc, si on multiplie les rédacteurs, on a plus de critiques sur ce qu'on est en train de faire et théoriquement, on a un meilleur rendu. Alors, à quoi ça ressemble une infographie en back-office sur les ouvrages justement qui ont été mis en place? Ça ressemble à ça. De manière très simple, en fait, c'est des feuilles Excel. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins sexy que la face infographique qui est publiée. Ça, typiquement, c'est la feuille Excel sur comment conclure un accord collectif dans une entreprise de moins de 11 salariés. C'est ce que vous aviez eu juste après sur cette présentation-là. Et c'est là où vous retrouvez en fait la structure qu'on a mise en place sur la construction en bloc. Vous avez le bloc principal qui était le bloc titre. On a fait le choix volontairement, nous, sur chaque infographie, de verbaliser une interrogation. Je connais énormément aujourd'hui de producteurs de legal design qui ont une approche complètement différente et qui vont arriver sur une notion qui est une notion de titre à proprement parler. Le choix, nous, à chaque fois, était de piquer le lecteur plus sur une question, une interrogation. L'interrogation permettait aussi automatiquement, en fait, de cibler la méthode pédagogique. Donc, c'était beaucoup plus simple. Je crois que pour Revue Fiduciaire, comme pour nous, c'était la première fois, euh, je vais le dire humblement, et puis c'est peut-être faux, mais je pense que c'est la première fois en France que des professionnels et du droit et de la publication se réunissaient pour créer un ouvrage 100% legal design. Donc, entre guillemets, malheureusement, on était en page blanche, on n'avait pas forcément de benchmark sur l'approche à avoir sur ces sujets-là. Euh, donc, on est arrivé, on a fait ce choix-là de la question de l'interrogation, c'est challengeable. Ici, c'est à vous de créer votre identité sur ce que vous voulez. Et ensuite, dans chaque item de votre feuille Excel, eh ben, vous allez créer vos blocs. Vos blocs texte, en fait, c'est ce que vous avez avec un compteur que vous avez. Vous avez à chaque fois le nombre de caractères et vous devez avoir un compteur générique qui est en bas, en fait, d'infographie. Vous savez que vous avez varié entre 800 et 1400 caractères. Si vous êtes en dessous de 800 caractères, vous allez avoir une infographie qui est, entre guillemets, un peu trop lacunaire. C'est-à-dire que même l'œil va se perdre un petit peu. Il va y avoir beaucoup de fonds, il ne va pas y avoir beaucoup de données et on perd un petit peu d'intérêt à se projeter sur cette donnée-là. Si vous dépassez les 1400 caractères, vous allez arriver sur un schéma où justement vous avez une infographie qui arrive un petit peu à saturation. Quand je vous parle de saturation, c'est quand même extrêmement parlant. C'est si je vous parle de cette infographie sur les bulletins de paie. Sur le bulletin de paie, ici, on a dépassé les 1400 caractères parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire autrement. Parce qu'on a fait tous les exercices de synthèse possibles et inimaginables, mais on n'a pas réussi à faire plus. Et on se rend compte typiquement que là, sur l'infographie, on est à la limite de l'infographie qui étouffe. C'est une réalité. De temps en temps, vous allez être plié par votre sujet pour faire ça. Dans tous les cas, si vous dépassez les 1400 caractères, reprenez vos feuilles Excel, retravaillez-les, réfléchissez à deux options. C'est est-ce que je peux faire de la synthèse? Est-ce que j'ai des mots entre guillemets qui ne servent à rien? Est-ce que je peux réduire mon apport rédactionnel, mon apport textuel? Ou alors, si on arrive sur une volumétrie qui est beaucoup trop importante, est-ce que je supprime complètement un bloc dans mon infographie? Le bornage des 1400 caractères, pour nous, c'est un contrôle qualité. Si la version, entre guillemets, prédéfinitive du feuillet Excel qu'on avait mis en avant dépassait les 1400 caractères, c'est soit qu'on n'arrivait pas à faire l'exercice de synthèse, soit que finalement,
le quoi de l'infographie était beaucoup trop large et qu'il était nécessaire de reprendre en amont la notion, la réduire et réduire en fait le quoi, c'est-à-dire le partage de compétences qu'on voulait mettre en avant. C'est-à-dire que peut-être que si on voulait mettre comment conclure un accord collectif dans un premier temps dans une entreprise, eh bien au final on avait une infographie qui explosait, on avait 2000 à 2500 caractères parce que justement par typologie d'entreprise et par effectif, par ETP, on n'avait pas les mêmes procédures. Et donc, on s'est rendu compte que sur le quoi, on devait faire du morcellement, entre guillemets, on devait faire comment conclure un accord collectif dans une entreprise de moins de 11 salariés, après comment faire un accord collectif dans une entreprise de 11 à 50 salariés, etc. Et donc, on a morcelé, entre guillemets, les quoi, justement pour rester dans cette volumétrie des 800 à 1400 caractères. C'est ce que vous avez un petit peu sur les transpositions et justement sur les indications entre le format Excel, pas très beau, mais très efficace tout de suite pour avoir un contrôle qualité, et l'infographie justement qui est livrée, on va en parler après, et toute cette phase graphique justement qui était gérée par Sébastien du groupe Revue Fiduciaire. Donc ici, voilà, vous aviez les différents exemples en fait qui étaient mis en avant sur la clause de non-concurrence. Et je veux juste vous mettre celle de la clause de non-concurrence, c'est juste un petit partage d'expérience parce que sur la clause de non-concurrence, on est à 1100 caractères à peu près. Et on se rend compte que déjà à 1100 caractères sur une infographie, on n'est pas très loin de la saturation. Monter aujourd'hui, rajouter des blocs texte sur cette infographie, je suis convaincu qu'au final, on perd en qualité et en valeur ajoutée justement de transfert de compétences ou tout simplement aussi sur la concentration du lecteur. Je suis pas certain qu'aujourd'hui un lecteur, là, si je rajoute encore des blocs de texte, prenne le temps de lire tous les blocs jusqu'au bout. La phase qui suivait aujourd'hui justement sur la question de la réflexion et de, on va dire, l'approche, le wording justement de la notion de l'infographie, tout le caractère back-office, elle devenait intéressante et elle devenait visuelle sur la production du design. La production du design, je vais juste me permettre de vous parler un petit peu ici quelque chose de plus personnel. C'était avant de rencontrer Revue Fiduciaire et d'avoir du coup la chance de professionnaliser un petit peu ce projet, un ouvrage qui s'est vendu. On avait réfléchi au sein du cabinet il y a déjà plus de 5 ans euh, à l'approche de l'infographie au service du droit du travail, enfin, du droit tout court, le droit du travail parce que c'est notre métier. Mais et on s'était dit, on avait fait justement des exemples dans la production du design. La difficulté, c'est que on est des profanes. C'est pas notre métier, c'est pas mon métier de faire du design. C'est-à-dire que la question, c'était est-ce que je pouvais trouver des outils qui me permettaient de gérer la production avec moi en simple pilotage. C'est-à-dire j'ai fait ma trame, j'ai fait ma matrice, hein, j'ai fait mes synthèses, je suis bon, j'ai mon public cible, j'ai mon quoi, mon comment, j'ai mes blocs de caractères, j'ai vu que je suis bon en volumétrie de caractères. Ensuite, il y a comment est-ce que je le fais. Il existe plein de solutions aussi pour démarrer dans le legal design. À titre très personnel, quand on a démarré dans le legal design, on a essayé dans un premier temps d'aller faire des PowerPoint et sur les PowerPoint, d'aller sur les bases de données sur Google, de logos, livres de droit, etc. Ça a été une catastrophe. Le temps, c'était chronophage, on a perdu un temps. Donc, petit à petit, on a cherché des solutions qui étaient développées et qui existaient sur Internet. On avait fait le choix, par exemple, nous, sur les premières approches, d'utiliser un logiciel qui s'appelle PictoChart. PictoChart est en libre accès sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser librement, sans abonnement, sans payer. Et l'avantage de PictoChart, c'est que déjà automatiquement, vous allez choisir votre trame d'infographie, je veux une A4, je veux un carrousel, etc. Et en fait, il va vous donner automatiquement une base de données par mot-clé. J'en sais rien, la question, mon mot-clé, c'est être vigilance, je vais avoir, c'est des choses toutes bêtes, je vais avoir une petite ampoule, je vais avoir un panneau alerte vigilance, etc. Et j'ai tout simplement du click and drag, c'est-à-dire je prends en fait mon logo, je le pose là où je le veux sur l'infographie et je le construis un petit peu de cette manière. C'est-à-dire je dessine mon infographie en direct live. PictoChart est un excellent outil pour nous dans ce qu'on a vécu pour démarrer dans l'infographie. Le problème, c'est qu'à un moment, on est limité par la base de données qui existe dans la solution qu'on est en train d'utiliser. Et c'est pour ça qu'après, quand on est passé chez Revue Fiduciaire, tout a changé d'un point de vue créatif, parce que justement, on avait un designer dans cet métier qui était capable de le faire, qui savait apporter des choses nouvelles. On n'était pas limité, entre guillemets, par des visuels qui étaient préconçus et prêts à l'emploi. Quand on a été projeté dans le design,
Et dans la compréhension du design, on s'est retrouvé confronté à quelque chose que l'on ne maîtrisait pas dans nos métiers d'avocat et dans nos premiers exercices d'infographie, qui étaient en fait les deux idées clés du design, qui étaient le parcours pédagogique de lecture et l'expérience lecteur. On retrouve un petit peu comme quand vous faites un site web où on va voir ce qu'on appelle, quand vous utilisez une solution, un portail digital, l'expérience utilisateur. C'est un petit peu la même chose dans l'infographie. Et en fait, dans le parcours pédagogique de lecture, vous savez, nous, on est dans des métiers où on fait du texte, c'est écrit énormément, et où c'est vrai qu'on a une habitude d'avoir une lecture scolaire, on lit de gauche à droite. Et en fait, la première chose où on a été un petit peu challengé, c'est de dire que quand on construit le legal design et quand on construit l'infographie, on peut tout à fait justement exploser un petit peu ce prérequis parce que en fonction de la façon dont on va construire notre infographie, on va pas forcément tout le temps la lire de gauche à droite. On peut jouer avec le lecteur pour l'amener sur un parcours de lecture. Et à la limite, c'est quelque chose qui est très intéressant entre les différentes infographies, d'éviter d'avoir quelque chose d'un petit peu ennuyant au bout d'un moment, c'est-à-dire d'avoir toujours la même trame, etc., de lecture, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Si à un moment dans les infographies que vous allez faire les unes avec les autres, vous arrivez justement à avoir un parcours pédagogique de lecture, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. On l'a fait dans le bouquin, par exemple, sur le process de rupture conventionnelle, où on va les amener un petit peu en haut de l'infographie, en bas de l'infographie, etc. En fait, on va créer un petit peu de dynamique aussi sur le parcours de lecture de l'utilisateur de l'ouvrage. Et ce parcours de lecture qui va permettre justement aussi derrière d'avoir quelque chose sur l'expérience du lecteur. L'expérience du lecteur, elle arrive sous deux aspects. Le choix des couleurs. On s'en est rendu compte sur les premiers essais. Il y a des couleurs qui sont très jolies, mais où ça marche pas en infographie. Ça marche pas en infographie parce que je sais pas pourquoi. Pour l'instant, je sais pas expliquer. Je suis pas non plus professionnel du design, mais on avait des idées justement d'articulation de couleurs où on perdait en fait en qualité de lecture, on perdait en netteté, on perdait aussi tout simplement en concentration visuelle. Et donc en fait, ça c'est des sujets en fait qui doivent vous intéresser parce que si l'exercice de lecture n'est pas simplifié par la forme, bah, on est en train de sortir un petit peu de l'objectif même de l'accessibilité, parce que l'accessibilité, c'est le fond, mais c'est aussi la forme de legal design que vous êtes en train de mettre en place. Donc, choisir des couleurs, des colorimétries extrêmement contrastées, justement, pour faciliter le parcours de lecture de l'œil. Et enfin, sur l'expérience du lecteur, se dire une chose aussi, c'est que le canal de communication ne va pas être tout à fait le même en temps d'expérience de lecteur. Sur une infographie, je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous étiez sur un réseau social, typiquement sur LinkedIn, parce qu'on a vu beaucoup d'infographies fleurir sur ce réseau-là, d'infographies on va dire professionnelles de métier sur ce réseau-là, on s'est rendu compte quand on interrogeait en fait un panel public que sur une infographie, on a la fameuse lecture diagonale. C'est-à-dire qu'il va arriver et il va avoir en 2 secondes maximum, il va faire une lecture diagonale et il va regarder déjà s'il est capté, si le thème ressort, si les couleurs lui permettent de lire rapidement l'infographie. Si vous êtes sur un autre vecteur qui va être le vecteur vidéo, grosso modo, vous allez avoir entre 5 et 8 secondes pour capter le lecteur. Si dans les 5 premières secondes de la vidéo, ça traîne un petit peu, ou que vous n'avez pas tout de suite capté le lecteur, on se rend compte que le taux de perte du lecteur est énormissime. Et donc, en fait, votre canal de communication va complètement dimensionner l'expérience lecteur et donc l'effort que vous devez faire par rapport à l'expérience lecteur. Le carrousel, c'est pareil. Sur un carrousel, on ne va pas se mentir. Sur un carrousel, déjà, il faut que la première attire, intrigue. C'est ce qu'on va appeler justement des idées un petit peu fortes, voire des idées un petit peu caricaturales. Après, sur un carrousel, on se rend compte que très facilement, au bout de 2-3 infographies de carrousel, les gens, peut-être, ils ont commencé à se lasser, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Un carrousel, des carousels de 12 diapos, enfin, laissez tomber. C'est pas l'objectif du legal design de faire un carrousel de 12 diapos si on est sur une communication LinkedIn. Si après, vous êtes sur un format beaucoup plus professionnel, même une formation intra-entreprise, le legal design a sa place. Et là, bien évidemment, de toute façon, vous avez des stagiaires qui vont rester, qui sont en animation, vous pouvez multiplier. Donc, réfléchissez bien au canal de diffusion que vous êtes en train de choisir.
Réfléchissez bien aussi par rapport à votre production au sens large. Je sors là un petit peu du support. Euh, Aussi au pourquoi vous faites le legal design. Est-ce que vous faites du legal design pour transférer de la compétence, c'est-à-dire là, c'était le projet RF, c'était créer de l'accessibilité. Donc ici, bah, on travaille sur des notions, etc. Mais le legal design, et c'est pas un gros mot, c'est une réalité. Le legal design peut aussi être au service d'une visibilité commerciale. On peut faire du legal design pour être présent sur les réseaux sociaux. Et dans ces conditions, c'est plus la question de la volumétrie de la présence qui va être importante, des fois peut-être plus même que le fond à proprement parler de la notion qu'on veut évoquer. Donc, bon, ça a fait chacun son ambition sur ces sujets-là. Le legal design peut servir un petit peu tous ces items, mais réfléchissez-y parce qu'à chaque fois, ben, l'expérience utilisateur, elle sera différente en fonction du pourquoi, justement, vous avez eu envie de vous lancer dans ce monde du legal design. Dans la production, comme je vous le disais, nous, on a eu la chance d'avoir Sébastien. Pourquoi est-ce que Sébastien a été une chance au sein de Revue Fiduciaire? Parce qu'au sein de Revue Fiduciaire, quand nous, on a fait nos items et qu'on avait préconçu, on avait fait notre tableau Excel, on était très content, on était avec Florence Vasseur, on était là, on était à notre V4 de notre matrice Excel, on était content du travail qu'on avait rendu. On l'a transmis à Sébastien et la production en design de ce qu'il nous a fait n'avait rien à voir avec l'idée qu'on avait dans justement l'articulation des blocs Excel. Et en fait, ça, c'était une chance inouïe, parce qu'en fait, Sébastien, finalement, était notre premier lecteur. Au-delà d'être le concepteur, il était notre premier lecteur. Et on se rendait compte automatiquement que finalement, eh ben, par un designer non expert, on avait un premier contrôle qualité et un premier retour d'expérience sur ce que nous, le fil rouge qu'on essayait de construire. Et c'est très marrant parce que ça nous a permis à un moment, typiquement, d'isoler des blocs, de reconstruire des blocs, de dissocier des blocs, parce que quand il avait construit, il avait assemblé des idées qui, pour lui, la compréhension qu'il avait du support, c'est que ces idées-là allaient ensemble. Et en fait, pas du tout. On était sur des idées très différenciantes. Il fallait créer du coup des visuels, créer des blocs, créer des ventilations sur l'infographie, etc. différentes. Et c'est là où j'ai envie de dire que peut-être que si vous avez cette opportunité-là et si vous ne faites pas ça tout seul, avoir une personne qui commence à pré-designer votre matrice textuelle et qui n'est pas du métier à proprement parler. Quand j'ai du métier, c'est moi, mon métier, c'est le droit du travail. Sébastien, son métier, c'est pas le droit du travail. Et ben justement, en fait, il arrivait, il challengeait, il permettait de créer énormément de valeur ajoutée et énormément de transformation de nos matrices. Donc, si vous avez cette opportunité-là, faites-le. Dans tous les cas, essayez, si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un designer et que vous faites tout de A à Z, que vous faites le choix des questions, des axes stratégiques de développement de l'infographie, la consolidation des données, de la synthèse, de la production du design, avant d'arriver sur la première diffusion publique, essayez de prendre quelqu'un d'extérieur, j'en sais rien, dans votre entourage pro, perso, familial, etc., et de lui soumettre justement l'infographie et lui demander, ben, tiens, déjà, est-ce que tu comprends l'idée de la question que je veux te poser? Et automatiquement, où est-ce que tu allais poser tes yeux en premier sur mon infographie? Quel a été ton point de départ visuel de mon infographie pour vérifier justement sur le parcours de lecture, vous l'avez bien amené là où vous vouliez. L'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter ces différents sujets qu'on a fait sur une thématique qui peut presque sembler quand même un petit peu abordable, hein, c'est le droit du travail. Le droit du travail reste quelque chose de très prégnant. D'ailleurs, tout le monde est concerné un jour ou l'autre par le droit du travail, parce que on a tous été salariés, indépendants, employeurs ou confrontés au droit du travail un jour ou l'autre. Mais le legal design peut d'ailleurs avoir vocation à aller sur des thématiques beaucoup plus expertes. C'est une illustration. Après, voilà, c'est aussi la publication qu'on en fait. Mais typiquement, on a beaucoup réfléchi avec Revue Fiduciaire. On a fait la version 1 du droit du travail. On a fait la version 2. On continuera à le mettre à jour avec les expériences utilisateurs parce qu'on se rend compte que certains mots-clés, certaines notions intéressent plus que d'autres. L'intérêt d'avoir aussi ce bouquin en format numérique, c'est qu'on va pouvoir savoir, bah, tiens, si ce mot-clé est beaucoup cliqué, celui-ci pas du tout, bah, si on peut le supprimer et le remplacer par un autre, etc. Mais on peut aller peut-être sur des productions beaucoup plus expertes. Et ici, en fait, le marché, entre guillemets, est complètement ouvert. On est sur une niche quand on rentre un petit peu sur l'expertise, sur le legal design et sur l'infographie. Typiquement, sur 2022, on a fait le choix avec Revue Fiduciaire de créer aussi un ouvrage sur la gestion de la paye 100% en infographie. Alors, quelque chose d'assez technique.
C'est vrai, donc il y a d'autres questions. Le public cible n'est plus du tout le même. Typiquement, je sais qu'ici, je suis en train de parler à du gestionnaire de paye, à de l'expertise comptable, et ou le cas échéant à des RH qui ont dans leur mission de la gestion de paye. Je suis plus du tout en grand public. Je suis plus du tout à proprement parler sur des étudiants généralistes. Je suis même plus à proprement parler sur des chefs d'entreprise, etc. Tout le process de réflexion qu'on a quand on est sur une thématique, par exemple, de la paye, sur le public cible, sur le quoi et sur le comment, tout évolue. Je ne peux pas transposer automatiquement ce que j'ai fait en droit du travail en droit de la paye. J'ai mon schéma directeur de réflexion qui est le même, mais les solutions ne sont pas les mêmes. Et là, ce qui va être fait en 2022 sur la paye, c'est quelque chose qui pourrait exister sur plein d'autres domaines techniques. Et je suis convaincu, je vais être un petit peu caricatural, que comme à un moment on l'avait tous vu fleurir et que ça avait eu un succès phénoménal, on avait les livres, je me rappelle quand j'étais gamin et que j'allais à la Fnac ou à Darty, il y avait Windows pour les nuls. Je pense que ça parle un petit peu à tout le monde ces ouvrages-là. Vous étiez arrivé comme ça en disant tiens, on va faire un exercice de consolidation des informations grand public. Je suis convaincu que si demain je voulais faire l'infographie de la plomberie en infographie, on peut le faire. C'est pas un sujet. Le legal design n'est qu'un outil. Et c'est à vous après d'aller chasser ces sujets-là, parce que sur des recueils complets d'approches visuelles et en infographie des données, aujourd'hui, finalement, il y a quasiment tout à faire. On est vraiment sur, entre guillemets, une niche, et on se rend compte même que les quelques infographies qui ont émergé, la volumétrie d'infographies qui ont émergé, sont quand même très centralisées souvent sur les mêmes cœurs de métier. C'est vrai que, alors, chez Revue Fiduciaire, on est aussi très imprégné sur les questions du droit du travail. Mais par exemple, on voit chez Revue Fiduciaire et dans l'environnement global du droit du travail beaucoup d'infographies sur cette matière-là. On en voit peut-être, pour ma part, un peu moins sur la question du droit de la famille, divorce, garde d'enfants, etc. Pourtant, c'est des sujets qui pourraient être très intéressants. On voit aussi beaucoup émerger aussi ce sujet de plus en plus sur la fiscalité, la comptabilité. En tout cas, il y a tout à faire. Le champ des possibles est total. Et justement, il faut challenger ça, faire d'autres approches. Les nouvelles technologies et les nouvelles solutions feront que ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, dans 4-5 ans, ça sera complètement obsolète, parce qu'il y aura peut-être d'autres formes d'outils, d'autres formes de projection justement et de diffusion et de canaux de communication qui existeront. Et ben, le legal design, en fait, aura toujours sa place, parce qu'en fait, il a toujours existé. Le legal design a toujours existé, la schématisation, les croquis ont toujours existé, c'est une réalité. Et le legal design, pour moi, c'est un sacerdoce, parce qu'en fait, je le dis souvent, ce qui se conçoit clairement se dessine clairement, et c'est ni plus ni moins finalement que la réalité du legal design. Cédric, j'ai beaucoup monopolisé presque 7 heures déjà de présentation. Est-ce que de ton côté, tu as aussi des remarques à faire? Est-ce que tu sais si on a des premiers retours, des questions-réponses aujourd'hui sur ces premières approches? Alors, on va déjà inviter nos participants à poser leurs questions dans le chat. Déjà, merci Loïc pour cette très belle présentation. En amont, il y a certaines personnes qui ont demandé quel logiciel on utilisait. Donc, comme tu en as cité, alors nous, à la Revue Fiduciaire, vu qu'on est on est éditeur, on utilise des outils dits professionnels type Photoshop ou InDesign, puisqu'on a des contraintes derrière techniques, notamment d'imprimerie. Donc, on ne peut pas utiliser tous les logiciels gratuits, souvent réservés pour une diffusion digitale web. Voilà. Donc, nous, InDesign, Photoshop. On m'a demandé également sur les modèles, si on utilisait des modèles. Donc, nous, on est parti d'une feuille blanche complètement quand on a démarré. Maintenant, c'est vrai que si vous surfez un petit peu sur le web, sur LinkedIn, comme tu le disais tout à l'heure, on retrouve effectivement d'autres acteurs qui proposent des infographies, donc du legal design. Je vous invite à vous en inspirer, c'est toujours bien, voilà, pour votre créativité également. Sur la partie bande de données, on nous a également demandé sur les bandes de données, qu'est-ce qu'on utilisait? Alors, nous, on utilise la bande de données e-stock pour nos infographies. Maintenant, il y a effectivement des bandes de données libres de droit quand on veut démarrer, comme tu le disais tout à l'heure, qui permettent déjà
faire d'avoir une première approche, un premier jet. Voilà. J'ai vu d'ailleurs émerger ces derniers temps sur ces sujets-là une approche que je trouve vachement originale. J'ai le nom qui m'échappe, où j'ai vu en fait le format bande dessinée. Je trouve ça vachement malin, une bande dessinée justement sur des thématiques en droit du travail, qui a complètement sa place dans le legal design parce que ça n'existe pas. Et la bande dessinée, c'est un petit peu l'histoire d'un RH qui est confronté à des petites histoires dans son quotidien. Et par le biais de la bande dessinée, alors là, l'approche graphique est complètement différente parce qu'il y a un dessinateur qui est derrière et pas simplement une base de données. Mais comme tu parlais de créativité, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, il y a aucune limite au type de support que vous voulez mettre en place. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu as dit, c'est le support final. Il peut y avoir des contraintes qu'on n'avait jamais imaginées. C'est vrai que quand ce livre est sorti, nous, dans l'historique amateur qu'on avait de l'infographie, on était sur de la publication digitale, site internet, LinkedIn, etc. Quand on a fait la publication du bouquin, on a été projeté dans un autre univers, c'est-à-dire qu'on a été projeté dans un univers où il y avait aussi la question de l'aspect physique, de l'aspect matériel. Typiquement, les colorimétries, le type de papier, la façon dont le papier va voir vos couleurs et va atténuer vos contrastes. C'est des sujets qui sont beaucoup plus importants, typiquement parce que c'est quelque chose de très bête, mais qu'on a découvert en direct live. Quand on est devant un écran, l'écran il est lumineux. Quand on est sur du papier, il n'y a pas de dalle derrière qui est claire. Le rendu visuel n'est pas du tout le même. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où d'ailleurs, en fonction de la production que vous allez faire, si vous êtes à un moment sur une production physique et matérielle, attention, on découvre énormément de surprises quand on n'est pas du métier. Et ça peut être pas mal justement d'être accompagné par un éditeur sur ces sujets-là. Et le côté dont tu parlais tout à l'heure justement des couleurs, hein, par exemple, pour donner quelque chose de concret, quand vous êtes sur un fond rouge, vous écrivez en vert, vous verrez que même que ce soit sur écran ou sur papier, en termes de lisibilité, c'est très compliqué. Voilà, c'est à cause de nos yeux, voilà, tout simplement, que l'on a cet effet-là, on a du mal à lire. Donc, le choix des couleurs est très, très important. Ouais, on avait le bleu et jaune, on y avait réfléchi, ça marchait pas du tout en expérience lecture. On avait justement la question du rouge et vert, parce que c'est vrai qu'en plus c'est des couleurs fortes chez vous. Et où en fait on s'est rendu compte quand on faisait les infographies qu'on s'était dit bah tiens en fait on va essayer de les garder mais on va essayer d'avoir une couleur qui les tranche, c'est-à-dire que autant que possible on n'a jamais le rouge sur le vert. Et comme tu disais, et c'est là où par exemple Sébastien était extrêmement important, avait une valeur ajoutée exceptionnelle sur le sujet, parce que je pense que sinon nous on y serait allé les yeux fermés en fait, on n'aurait jamais réfléchi à ces questions-là. Voilà. Bon, on n'a pas de questions a priori, donc je pense que tout le monde, on va terminer donc juste cette présentation. Je pense qu'on fera à nouveau une conférence avec toi pour la sortie de l'ouvrage sur la paye en infographie, pour que tu puisses nous apporter à nouveau ton expertise sur ces sujets. Je vais rappeler juste à nos participants que nous avons donc 4 ouvrages 100% en infographie qui sont déjà disponibles et on a plus de 30 autres titres qui ont été enrichis en infographie également. Donc, je vous invite à les consulter à la fois sur notre boutique en ligne, donc boutique.grouperf.com, ou de vous rendre dans toutes les bonnes librairies juridiques et celles disposant d'un rayon droit, dans lequel vous pourrez les retrouver. Hop. Pardon. Pour rappel aussi, tous nos ouvrages sont disponibles en version numérique sur le site dédié rfédition.com pour ceux qui souhaiteraient les consulter à distance en ces temps de télétravail, c'est quand même très important. Voilà, je vous remercie Et d'ailleurs, pardon, Oui, excuse-moi, mais j'en profite, c'est quelque chose qui peut être réfléchi dans le legal design. Pour l'instant, c'est vrai que sur des approches de legal design, on est ce que je vais appeler des approches one shot. C'est-à-dire qu'on a l'infographie, on a la donnée de l'infographie. Je suis convaincu que une des premières étapes, c'est que l'infographie peut aussi être une passerelle. C'est quelque chose alors vous qui existe aussi grâce aux encyclopédies, c'est-à-dire qu'en fonction des infographies, on peut avoir des renvois sur des liens encyclopédiques. On l'a sur les sommaires accessoires, mais sur vos infographies, quand vous êtes sur des infographies digitales, c'est le moment. Typiquement, si je parle de droit du travail, je vous parle d'index égalité homme-femme pour être dans l'air du temps.
On a le gouvernement qui a mis en place plein d'outils. Si je suis sur un format digital, je peux intégrer dans mon infographie aussi, entre guillemets, une boîte à outils, des liens cliquables directement qui peuvent me renvoyer sur des portails digitaux, etc. Et l'infographie peut aussi être une passerelle justement pour avoir l'accès aux outils. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer de plus en plus d'ailleurs sur l'approche du legal design. Bon, c'est petit à petit. Parfait. Eh ben, merci Loïc encore pour ta participation. Merci à tous d'être venus à cette webconférence. Je vous invite pour une prochaine webconférence. On en a régulièrement tous les mois à suivre notre page LinkedIn. Et puis Loïc, je crois aussi que tu es sur les réseaux, très présent. Donc, Un petit peu. Ouais. voilà, n'hésitez pas à contacter Loïc. Merci beaucoup à tous. Bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.